François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les marchés actions sont plutôt pimpants en cette fin d'année et vous estimez qu'on n'a peut-être pas vu la fin de ce mouvement de hausse, notamment grâce au rétablissement de deux secteurs qui ont beaucoup souffert ces derniers temps, à savoir l'automobile et le secteur bancaire. Oui, en fait, on est en train de passer un peu de l'autre côté du cycle industriel. Le cycle industriel a énormément baissé depuis le début 2018. Ça a été très long, beaucoup plus fort que prévu. L'automobile a été un secteur emblématique, mais aussi les semi-conducteurs, et puis tout ce qui était lié à la guerre commerciale et au risque, l'investissement industriel. Donc ça, c'est un long cheminement. Alors, jusque il y a peu de temps, les investisseurs résumaient tout ça sous le vocable guerre commerciale. Tout ce cycle industriel était identifié. C'était l'excuse commode et facile? En tout cas, peut-être pas une excuse, parce qu'il y a eu des vrais impacts, mais une façon peut-être un peu trop simple de résumer les choses. Schématique, voilà. Or, là, je ne sais pas du tout ce que Donald Trump va faire dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va signer ou pas? Est-ce que les Chinois vont vouloir signer ou pas? Donc ça, je ne sais pas. Et ça va continuer à dominer le sentiment des investisseurs, comme c'est le cas depuis longtemps. Mais il y a quelque chose d'un peu nouveau, c'est qu'il y a des signes avant-coureurs d'une stabilisation du secteur de l'automobile, du secteur des semi-conducteurs et d'une résilience qui surprend beaucoup de gens. Il faut quand même se souvenir qu'au mois d'août, les gens étaient persuadés que la récession était en train de frapper à la porte. Eh bien, cette résilience du consommateur, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. On a vu que les chiffres allemands, par exemple, de consommation, ont permis au PIB allemand de croître au troisième trimestre, alors que les gens attendaient une récession. Donc, résilience de la demande, début de la fin des pressions baissières dans l'automobile et dans les semi-conducteurs. Et on va illustrer ça tout de suite parce que c'est bien de le dire, mais c'est aussi bien d'apporter la preuve par l'image. Absolument. Alors, on voit dans l'industrie... Alors, vous avez apporté un graphique. Donc, on a l'enquête IFO dans l'industrie automobile allemande. Ça, c'est l'échelle de droite, pour ceux qui lisent le graphique avec attention. Et on voit un redressement, encore une fois. Et du côté des semi-conducteurs, là, ce sont les ventes mondiales de semi-conducteurs. C'est l'échelle de gauche. Et là, également un redressement assez notable. Donc ça voudrait dire que le point bas industriel est en cours. Est en cours. Et que voilà, les signes à la fois de résilience de la demande et d'ajustement des inventaires, c'est un peu le cycle des inventaires, si vous voulez, qui est en jeu derrière, inventaires qui ont été réajustés à quoi? Le choc Huawei dans les semi-conducteurs. Or, devant nous, on a la 5G qui arrive, donc qui motive une demande. Et il y a dans l'automobile, il y a eu un double choc. Le choc de la baisse des immatriculations d'automobiles en Chine, premier marché mondial, et le choc de ce qu'on appelle le WLTP, qui est l'acronyme pour les nouvelles normes environnementales dans l'automobile et qui ont mis la pagaille dans le secteur automobile européen, en particulier en Allemagne. Donc là, les constructeurs commencent à s'adapter. Il semble que voilà, il y a des signes d'une adaptation, des stocks aux nouvelles commandes, et de la même façon dans les semi-conducteurs. Donc ça, ce sont il faut juste donner une idée. On estime que l'automobile seule a fait perdre 1% de croissance à l'Allemagne du milieu de l'année dernière à l'été 2019. C'est quand même beaucoup. Alors, c'est considérable, mais là, on a parlé de l'industrie. Vous mettez dans les facteurs, vous incluez dans les facteurs de soutien potentiel du marché les banques. Oui. Alors, qu'est-ce qui militerait pour un redressement des banques qui a déjà commencé, il faut bien le dire, on voit les cours se redresser. Si vous voulez, souvenons-nous encore une fois, reportons-nous cet été. Cet été, le mot récession se diffuse comme une traînée de poudre partout. Et en même temps, vous vous souvenez, les taux longs, on va jusqu'à moins 0,75 sur les taux à 10 ans en Allemagne. Et même les taux à 30 ans jusqu'à moins 0,30. Donc des niveaux de taux qui ne permettent plus aux banques de vivre, puisque les banques ont besoin de taux d'intérêt un peu plus hauts. Depuis, on est passé de moins 0,75 sur les taux allemands à moins 0,30. Et si les raisons que j'amène pour penser que le cycle va continuer à s'améliorer, on peut imaginer des taux allemands à zéro, voire légèrement positifs dans les mois qui viennent. Et ça, c'est quelque chose que le secteur bancaire va aimer, et la prime de risque du secteur bancaire diminuerait
Si j'ai fait cet exercice, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans le secteur automobile, le PER de ces deux secteurs rejoint sa moyenne de long terme, qui est très basse, 9-10 par là, eh bien, les cours pourraient monter dans ces deux secteurs de 20%. Et évidemment, ça bénéficierait aux indices actions, qui sont tout de même pas mal lestés en automobile et en bancaire. Pas moins qu'avant, mais oui. Ça compte toujours. Bon, alors c'est plutôt favorable. Alors, il y a un graphique aussi que j'aimerais qu'on monte, parce qu'en effet, la peur de la récession, il faut la matérialiser. Et ce graphique le permet. Ce sont les recherches Google incluant le mot récession aux USA. Et on voit qu'on a atteint des cimes qu'on avait connues au moment de la grande crise de 2008. Des subprimes, puis de Lehman Brothers. Ouais. Donc, c'est dire le niveau de stress du marché. Bon, alors très bien, tout ça est très rassurant, François-Xavier, à vous écouter, mais... Alors déjà, vous l'avez dit, l'accord commercial entre la Chine et les USA, on n'a aucune certitude que ça se matérialise, là encore. D'autant que, bon, on voit bien qu'il y a une stratégie de communication assez rodée de la part de Trump, même si elle est rudimentaire. C'est dire les Chinois implorent un accord, je suis finalement le décideur. Or, quand on regarde la presse chinoise, et les comptes rendus qui sortent, on voit que les Chinois n'ont pas demandé, par exemple, à passer le dernier coup de fil qui a eu lieu entre la Maison-Blanche et Pékin. Donc il y a une sorte de jeu de dupes, comme si Trump essayait à chaque fois de faire remonter les marchés en disant tout se passe bien, on arrive vers un accord. Mais il n'y a pas de certitude de ce côté-là. Aucune certitude, et ça semble très difficile, plus facile d'orchestrer disons, le sentiment boursier vers un accord que de signer cet accord, parce qu'il n'est pas évident que les Chinois y aient intérêt. Il n'est pas évident, en tout cas, que Trump ait un intérêt à signer quelque chose qui suggérerait une baisse des droits de douane, que les Chinois demandent. Donc, rien n'est acquis, absolument rien n'est acquis. Mais est-ce que cette épée de Damoclès ne constitue pas une menace pour votre scénario? Ou autrement formulé, est-ce que finalement l'impact négatif de cette lutte, de ces bisbilles commerciales, n'est pas un peu minoré dans votre hypothèse? Alors non, je suis bien conscient que le sentiment des investisseurs, la bourse peut perdre 5% ou même 10% parce que Trump nous refait le même coup du mois de mai ou du mois de juillet. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce que je pense en revanche, c'est que les esprits ont évolué et que les investisseurs ne résument plus le risque macroéconomique à la guerre commerciale et voient bien que le cycle industriel a des composantes qui ne sont pas du tout liées à la guerre commerciale. On les a citées, l'automobile, les semi-conducteurs, et la résilience de la demande qui va continuer à être là. Par exemple, l'effet baisse des taux. Et on voit bien d'ailleurs que Trump aimerait pouvoir avoir encore un peu les mains libres sur les droits de douane, à condition que la Réserve fédérale baisse les taux. Ce qui, de toute façon, se produirait, puisque un accroissement des risques commerciaux conduirait nécessairement, effectivement, la Fed à rebaisser ses taux. Or, on voit déjà, et ça c'est très important, les effets de la baisse des taux qui est là depuis quand même un petit moment. La baisse des taux longs, elle est là depuis le début de l'année. La baisse des taux courts est plus récente. Mais il y a eu une relance monétaire et financière qui a bien produit ses effets. Et ça, c'est important parce que les pessimistes argueront que mon scénario de prolongation du cycle se heurte d'abord, à l'absence de deal sino-américain. Et à une inversion de la courbe des taux. Une inversion de la courbe des taux. Et je voulais y venir, parce que généralement, historiquement, on va le dire, l'inversion de la courbe des taux a abouti, ou en tout cas a été le marqueur, plutôt, d'une récession. Or, on en a eu une, et ça n'a pas l'air de vous effrayer. Alors, je serais vraiment très prudent, on doit l'être. Simplement, il faut d'abord se demander pourquoi. Et ça, en général, les économistes ont beaucoup de mal à répondre à cette question. Pourquoi une courbe des taux inversée, c'est-à-dire une situation où les taux courts sont supérieurs aux taux longs, pourquoi est-ce que ça devrait créer des récessions? Pourquoi ce serait un signe annonciateur? C'est très difficile de comprendre ça. Il n'y a pas de mécanisme économique évident. Mais
ce qu'on constate dans les phases précédentes, c'est qu'en général, quand la courbe des taux était inversée, quand les taux longs étaient plus bas que les taux courts, eh bien, il y avait un stress financier général. C'était synchrone avec d'autres éléments, d'autres facteurs de stress financier dans l'économie. Par exemple, c'était des phases où les charges d'intérêt des entreprises et des ménages étaient très élevées en pourcentage des revenus. Donc c'était des phases effectivement de grande maturité du cycle du crédit. Eh bien ça, on ne l'a pas aujourd'hui. On n'a pas du tout de stress financier sur les bilans des ménages. On ne l'a pas non plus sur le bilan des entreprises parce que l'effet baisse des taux récents a redonné beaucoup de marge de manœuvre. Donc si vous regardez les charges d'intérêt du secteur privé aux États-Unis en pourcentage des revenus, elles sont très très basses. Alors, on a un graphique justement, on a une courbe que vous nous avez amenée et on voit que les charges d'intérêt se situent autour de 15%. Ce qui est très très bas historiquement. Donc, en gros, il est possible. Votre hypothèse, c'est que on n'a pas tous les facteurs qui permettraient de dire, aujourd'hui, de manière assez péremptoire, l'inversion de la courbe des taux nous annonce une récession. Exactement. On peut soupçonner en tout cas la courbe des taux d'être un mauvais indicateur, cette fois-ci, du stress financier dans le système. Qu'est-ce que vous pensez tout de même de ces alertes qui nous viennent un peu du monde du private equity? On a l'exemple de WeWork en tête, où on a une dépréciation d'actifs colossale, puisque c'était valorisé 47 milliards, et au moment de l'entrée en bourse imaginée, on passait à 10 milliards. Bon, et puis il a fallu réinjecter quelques dizaines de milliards aussi. Donc est-ce que là, on n'a pas la traduction d'une déconnexion finalement de l'économie, de la sphère financière avec l'économie réelle? Et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une contamination finalement des marchés boursiers par le private equity? Est-ce qu'en gros, le fait de paniquer en se disant on n'a pas su valoriser les actifs dans lesquels on a investi ne risque pas de plomber l'ensemble? Oui. Il y a deux questions pour moi dans cette interrogation. La première, c'est celle de la diffusion des taux d'intérêt à l'ensemble de l'économie, à l'ensemble des actifs. Si les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas pour plus longtemps qu'avant, les taux d'intérêt sur la dette publique, n'y a-t-il pas lieu de penser que les rendements locatifs doivent baisser, ce qui est le cas dans beaucoup de pays, ou à Paris par exemple? C'est aussi logique, il serait aussi logique de voir le rendement du capital baisser, en tout cas les exigences baisser dans un certain nombre de secteurs. Le private equity, effectivement, en est le témoin. Et donc, ça veut dire que les valorisations, est-ce que les valorisations doivent augmenter d'une certaine... Alors, prenons en bourse, qu'est-ce qu'on peut mesurer de cet aspect-là? On peut regarder là où les PER sont les plus élevés sur ce qu'on appelle les valeurs de croissance. C'est-à-dire toutes les valeurs, les LVMH, les Google, tout ce que vous voulez du monde entier, qui fanfaronnent dans les indices et qui montent presque tous les ans. Avec des PER qui, en moyenne, ont dépassé 20 depuis quelques semaines. Et la dernière fois qu'on a vu au-dessus de 20, c'était pendant la bulle des années 90-2000. Donc, fin des années 90, début 2000. Donc là, il y a une interrogation. Alors, on n'est pas du tout au niveau de 2000, où on était plutôt à 30-40. Donc, ce n'est pas du tout ces niveaux-là. Ça, c'est la première chose à dire. Mais, doucement, on fait des nouveaux plus hauts tous les ans sur ces valorisations. En même temps, si on les compare au message qui vient des taux d'intérêt sur les obligations refuges, où le rendement a disparu, elles sont négatifs en Allemagne, très légèrement positifs aux États-Unis, et dans tous les cas négatifs en termes réels, hors inflation. J'ai des doutes là-dessus, je ne suis pas sûr que l'analyse soit si évidente des taux d'intérêt vers ces valeurs-là, mais il me semble moins choquant d'avoir des PER un peu au-dessus de 20 si les taux d'intérêt sont à zéro. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pourquoi le reste de la cote est aussi mal loti en termes de valorisation. Maltraité, oui. Et c'est là où il y a vraiment un point, c'est que pourquoi est-ce que ce qu'on appelle l'univers value, alors quelquefois on l'appelle le value, quelquefois on l'appelle les cycliques, il y a différents mots, mais enfin les valeurs, disons les marchés qui ont été délaissés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années,
le marché japonais, le marché anglais depuis le Brexit, les petites valeurs en Europe depuis 12 mois. Tous ces marchés-là, les banques, l'automobile, on a, pour des raisons cycliques, des raisons structurelles, tout ce que vous voulez, les primes de liquidité qui montent. C'est là où on a vu que la peur, dont on parlait tout à l'heure, elle s'est bien inscrite dans les cours. Mais là, est-ce que vous venez finalement de nous énumérer votre liste de courses de gérants? C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bon, j'ai rien de méchant à dire contre les valeurs de croissance, parce que je soupçonne qu'elles peuvent soutenir les PER actuels étant donné le niveau des taux d'intérêt. Bon. Mon hypothèse est peut-être trop optimiste, mais je ne pense pas. En revanche, ce qui m'intéresse plus, c'est que puisqu'on est passé de l'autre côté du cycle, puisque le scénario central devient la prolongation du cycle et donc le redressement du cycle industriel pour 2020, alors je m'intéresse à tous les secteurs délaissés de la cote. Le fait qu'au Japon, malgré le soutien de la Banque du Japon, les PER soient 4 points en dessous des États-Unis et 2 points en Europe, ça, je ne comprends pas. C'est parce que les investisseurs, ça fait déjà 10 ans, 20 ans qu'ils s'en vont du marché japonais. Les valeurs anglaises qui sont moins chères parce que les gens sont partis en 2016. Et aujourd'hui, il y a quand même de bonnes raisons d'y rentrer à nouveau avec probablement un stimulus budgétaire après les élections. Et je crois qu'on a compris que le hard Brexit, ce n'était pas exactement le scénario le plus probable. Et puis les petites valeurs en Europe. Les petites valeurs en Europe, parce qu'on a cité les banques et l'automobile, on a déjà dit ce qu'on en pensait. Les petites valeurs en Europe ont gardé, elles auraient dû être, si on suit une logique économique, elles auraient dû constituer, être au cœur du portefeuille des investisseurs, mais la peur, dont on a parlé tout à l'heure, peur de la récession, peur de Trump, peur du Brexit. Et du coup, peur du risque de liquidité. Et c'est ça. Et donc la prime de liquidité est apparue, alors que les perspectives de résultats par rapport aux grandes valeurs n'ont absolument pas changé. Donc il n'y a pas de renversement des fondamentaux. Donc vous voyez que finalement, quand vous me dites est-ce qu'on n'est pas dans certains secteurs hors des fondamentaux, je dirais oui, mais pas dans le sens que certains craignent, qui est le sens de la bulle, mais plutôt dans le sens où comment se fait-il que les investisseurs payent aussi peu cher pour des petites valeurs, des actions japonaises, des actions anglaises, des banques, de l'automobile. Ce sera le mot de la fin. On laisse aux investisseurs le soin de réfléchir. François-Xavier, merci. Merci Vincent.